Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va tenter quelque chose de différent. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 20 personnel à moi. Pour cette liste-là, il n'y a pas vraiment de critères que je me suis donné autre que faut que je l'ai joué, évidemment, pour pouvoir vous en parler, pour pouvoir dire que c'est dans mon top 20. Donc, soyez pas là offensés s'il y a des jeux qui sont sortis récemment ou qui sont disponibles, qu'ils ne sont pas sur ma liste. C'est tout simplement parce que je ne les ai pas joués encore, je ne les ai pas essayés encore. Donc, entre guillemets, Sleeping Gods, entre autres, apparemment c'est un jeu phénoménal. J'ai pas eu la chance de l'essayer encore. Donc, c'est pour ça qu'il ne se retrouve pas dans le top 20. Il va probablement l'être. Je vais voir dès que je vais jouer avec. Là, de toute façon, là, vous savez, cette liste-là se transforme puis elle se modifie là, au fur et à mesure dans le temps parce qu'il y a toujours là, des nouveautés qui sortent qui nous impressionnent. Donc, je vous dirais que le top 20 que je vous présente là, c'est pas du tout le même top 20 qu'il y a 6 mois. Okay? Donc, le top 20 que je vous présente, c'est en date de mai 2021. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mentionner qu'est-ce que moi j'ai aimé dans le jeu, qu'est-ce que j'aime de ce jeu-là, puis qu'est-ce qui m'attire là-dedans. Mais je vais aussi vous donner les désavantages à considérer. Okay? Donc, c'est pas des jeux parfaits, ça n'existe pas ou presque pas des jeux parfaits, il y a toujours des petits quelque chose. Mais les petits quelque chose, en général, c'est quelque chose qu'on est capable de passer par-dessus si on aime bien les mécaniques, si on aime bien le jeu, si le thème nous intéresse, et ainsi de suite. Donc, pour ceux qui vont le regarder le jeu, je ne vais pas que lancer des louanges et des fleurs à chacun des jeux. Il y a des éléments à considérer, des désavantages qui vont peut-être vous aider, vous, de votre côté, à voir si c'est oui ou non, ça fait partie de votre top 20, puis si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Parce que sûrement des sélections que j'ai que vous ne serez pas d'accord et c'est tout à fait normal. Ce qui va vous surprendre aussi, c'est qu'il y a certains jeux dans ma liste qui ne sont pas jouables en solo. Donc, sur la chaîne, vous voyez souvent qu'on joue à des modes solo. Bien évidemment, avec la pandémie, on ne peut pas vraiment se rassembler, donc on se concentre vraiment là-dessus. Moi, de mon côté, j'adore ça parce que moi, de n'importe quand, là, les soirs de semaine, je me sors un jeu, puis je me mets dessus, puis j'aime beaucoup là, m'asseoir, puis vraiment là, jouer à quelque chose, que ce soit en ami ou en solo. En solo, c'est juste plus facile à vous le présenter sur la chaîne. Mais il y a certaines de mes sélections qui ne sont pas du tout jouables en solo, vous allez voir. Okay? Donc, et aussi, dernière chose, si jamais dans le top 20, il y a des jeux que je vous présente, parce qu'ils sont pas tous encore, ils n'ont pas tous été présentés sur la chaîne. S'il y en a que je vous présente, que vous aimeriez voir un tutoriel, voir une séance de jeu, voir quelque chose, ou en savoir plus, ou que je vous le présente en détail, faites-moi signe dans les commentaires, puis je vais le prendre en considération pour les futures vidéos. OK, ça va me faire plaisir. Donc, avant de commencer mon top 20, j'aimerais vous présenter mon coup de cœur, mon runner-up, si on veut. Donc, un jeu qui est pas assez proche d'être sur ma liste, mais c'est mon coup de cœur qui n'est pas dans mon top 20, mais je vais toujours quand même le chérir. Je parle, bien entendu, des jeux de système Donjons et Dragons. Pourquoi? Parce que ces jeux-là, voici les trois premiers, Castle Ravenloft, Wrath of Ashardalon, puis The Legends of Drizzt. Et les deux autres qui ont été faits par la suite par WizKids et ceux-là-ci par Wizard of the Coast. Donc, ce sont les jeux qui m'ont apporté dans le hobby du board game. Okay? Donc, il n'y a pas si longtemps, là, en 2009-2010, je venais de finir mon cours universitaire, puis je voulais me gâter. Fait que là, je regardais, là, parce que j'ai toujours aimé les jeux de société. Quand j'étais plus jeune, là, on jouait souvent avec mes amis. Mais je regardais vraiment qu'est-ce qu'il y avait de bon, puis qu'est-ce qui m'intéresserait. Puis je suis tombé sur Castle Ravenloft, une vidéo de ça, puis ça m'a vraiment intrigué. Je suis un amateur de Donjons et Dragons, mais j'ai jamais vraiment joué le vrai Donjons et Dragons en groupe avec une feuille de papier puis créer notre personnage. J'ai pas tellement joué là-dedans, mais le domaine m'a toujours intéressé. Donc, Donjons et Dragons, c'est comme, waouh, un jeu de société. Waouh, ça peut jouer tout seul, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas si mes amis étaient pour aimer ça. Donc, je me suis lancé là-dedans, puis j'ai acheté les trois premiers. Boum! J'ai vraiment tombé en amour là-dessus, puis suite à ça, ben, je suis tombé sur le hobby, puis je suis allé voir qu'est-ce qu'il y avait d'autre, puis ça m'a vraiment là, marqué, ces jeux-là. Donc, c'est avec ça que j'ai commencé le hobby. Donc, c'est sûr et certain que c'est mes coups de cœur. Donc, c'est sûr, je peux pas dire de vraiment plus que ça pour ces jeux-là. Ils sont vraiment bons à mes yeux. Là. Donc, c'est mon entrée dans le lobby. Ce que j'ai vraiment adoré aussi, c'est que les mécaniques sont très simples. Okay? C'est sûr qu'aujourd'hui, les dungeon crawl, là, donc l'exploration de donjons, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça aujourd'hui. On s'entend, là, c'est vraiment de base. Mais ils sont bien faits. Puis, c'est un des premiers, si je ne me trompe pas, je ne sais même pas si c'est le premier, c'est un des premiers, en tout cas, qui avait une intelligence artificielle pour chacun des monstres. C'est très simple, c'est basique, mais il fallait y penser, puis c'est très bien fait. Là. Donc, ça nous permet de jouer en solo, ça nous permet de jouer en coopératif contre le jeu. Donc, il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là qui avaient ça. Okay? Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a la diversité des scénarios. C'est sûr que là, avec WizKids, ils ont commencé à faire des campagnes.
mais il n'y avait pas ça dans les 3 premiers. C'était vraiment des scénarios. Oui, on pouvait les enchaîner un après l'autre puis se faire une histoire dans notre tête, mais c'était vraiment des scénarios, mais tous étaient différents l'un de l'autre. Il y avait toujours des objectifs différents, les personnages. Puis ce que j'ai adoré avec ça, c'est que tous ils sont compatibles, intercompatibles. Donc, on peut prendre les monstres de Ravenloft et les monstres de Wrath of Shadowland ensemble pour jouer à Legends of Druids. Puis les héros aussi se mélangent tout. Donc, on peut prendre un mix and match de tout ça. Donc, plus on a de jeux, plus on a de la diversité. Puis ça, j'ai vraiment trippé avec ça. Là. Donc, ça a été vraiment quelque chose que j'ai vraiment adoré. Par contre, les petits désavantages à considérer dans ces jeux-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'art là-dedans. Les cartes sont pas mal de drames. Les tuiles de donjon, c'est vraiment juste des carrés, un plancher de donjon, tout simplement. Donc, vous n'allez pas avoir la beauté, vous n'allez pas avoir le wow. Ce qui fait le jeu un peu de wow, c'est les figurines. Okay, on s'entend, les figurines ne sont pas de qualité top-notch, mais ils sont quand même très jouables, sont en résine, ça se fait bien. Puis c'est ça qui donne l'aspect 3D au jeu. Là. Mais pour tout ce qui est le reste, les jetons, tout ça, c'est comme un peu drabe. Là. Donc, c'est vraiment là, c'est ça qu'il faut considérer. Il y a aussi que ça devient répétitif. Hein? Donc, on joue à notre héros, l'ennemi joue. Un après la suite de l'autre, c'est vraiment de base. Là. On sort puis on va chercher une tuile. Il y a un objectif au bout de tout ça, mais sort une tuile, sort un monstre, sort une tuile, sort un monstre, sort une tuile, sort... Ah, le boss! Puis c'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Mais le fait que les scénarios sont différents l'un avec l'autre, ben c'est ça qui rend un petit peu la rejouabilité, tout ça, puis vraiment le mix and match. Puis aussi, à partir de là, ils ont commencé à faire des campagnes. Parce que là, notre performance du scénario 1 va transposer sa performance scénario 2, puis entre les deux, on peut passer à acheter. Donc, ils sont un petit peu mis à jour avec ça là, dans ces itérations-là. Mais j'ai encore un petit coup de cœur pour les originaux. Je ne sais pas pourquoi ceux-là, je ne sais pas, il me semble que la diversité des monstres sont pas mal semblables. Ils sont plus diverses là-dedans. Là. Mais bon, ça, c'est une opinion personnelle. Donc, voilà, ça, c'est vraiment mon coup de cœur, ma mention spéciale, ma mention honorable, si vous voulez. Donc, sans plus tarder, on commence le décompte. Donc, mon numéro 20, c'est un jeu qui rappelle beaucoup ça me donne des souvenirs de mon adolescence. Quand j'étais adolescent, j'ai pu me procurer un gros jeu de l'époque. Puis, je l'ai joué quand même assez souvent avec mes amis parce que, comme je viens de vous mentionner, quand on est plus jeune, on a un peu plus de temps. Adolescent, durant l'été, on a juste ça à faire, à jouer ensemble. Puis, avant d'avoir les jobs d'été, là, on faisait ça. Donc, ce jeu-là, c'est un jeu qui est monstrueux. Okay? Si vous pouvez voir, on a tous un jeu fétiche qui prend beaucoup de temps à jouer, un peu un genre de Twilight Imperium. On a tous un jeu comme ça chacun. Lorsque, ah mon Dieu, mon jeu ultime, c'est ça, mais si j'avais le temps, je serais partant pour se jouer à ça. Donc, c'est quand même un numéro 20 pour moi à cause de tout ça. Okay? Sans plus tarder, je vous parle vraiment de Axis and Allies 1940. Europe, 2e édition. Mais pas seulement que celui-là, c'est une combinaison avec Axis and Allies Pacific, 2e édition. Les deux jeux se combinent ensemble pour faire ce qu'appelle le Axis and Allies 1940 global. Okay? Dans les règles d'instruction, vous avez comment combiner les deux jeux ensemble. Évidemment, vous avez la carte de l'Europe qui est assez monstrueuse, puis vous avez la carte de Pacifique qui est aussi une carte monstrueuse. Vous savez, je joue sur une table de poule. Ma table de poule, elle fit juste juste les deux cartes, les deux plateaux ensemble. Donc, j'ai besoin de tables supplémentaires pour mettre là, toutes nos troupes, puis les livres d'instruction et tout ça. Là. Donc, c'est un jeu qui est monstrueux. Mais le plaisir que j'ai d'avoir deux groupes d'amis, tu sais, quand on veut passer une journée, c'est pas vraiment que le jeu. On n'est pas concentré sur le jeu. Oui, on va se concentrer sur le jeu, mais c'est d'avoir des amis. On va dîner ensemble, on va prendre une bière, on va jouer, on va se consulter, c'est une expérience. Okay? Donc, c'est ça pour moi mon numéro 20. Évidemment, les désavantages à considérer, il y en a beaucoup. Okay? Il faut vraiment être un fan d'Axis and Allies pour aimer ça. J'ai beaucoup de mes amis qui sont comme moi, je touche pas à ça, c'est trop gros, c'est trop complexe. Bien, les choses à désavantages, c'est évidemment que c'est très compliqué. Tellement compliqué que j'ai dû sortir des petits livrets. Okay? Ça, c'est mes petits livrets que j'ai imprimés avec qu'est-ce que les gens peuvent faire durant leur tour, à ne pas oublier, okay? Les petits règlements. Puis chaque petit livret, on parle de peut-être, moi je peux dire comme 3-4 pages de combien coûtent les ressources, c'est quoi les petits règlements propres à ce pays-là.
Donc, la complexité est énorme, OK? Donc, si les gens ne savent pas jouer à ce jeu-là, il faut vraiment les prendre à part, puis leur expliquer grosso modo comment ça fonctionne, puis pratiquement apprendre tout en jouant. Parce que oui, je ne vous le cacherai pas, que t'as-tu le droit de faire ça? Attends une minute, me regarder, puis on regarde, puis il y a beaucoup de temps qui se perd là-dedans, mais écoutez, c'est ça qui est le fun aussi, parce qu'on regarde ensemble. Autre chose, c'est que le temps de setup est monstrueux. Je dois faire le setup de ce jeu-là la veille avant de passer parce que ça me prend plus qu'une heure. Tout placer, les jetons, tout placer, là, c'est fou. Là. Aussi, l'autre grosse chose qui va décourager tout le monde à jouer à ça, c'est le temps d'attente entre les tours. Okay? On joue avec les Américains ce tour-là, mais avant que ça revienne notre tour, il y a comme 4 autres joueurs qui vont jouer, mais c'est long et c'est long. Là. Ils vont acheter leurs ressources, ils vont les placer, ils vont se consulter où est-ce qu'ils vont bouger, ils vont penser à ça, ils vont faire les combats, on sort les figurines, les met sur le petit plateau à côté, ils lancent les dés. C'est long, OK? Donc, si ce qui se passe entre votre tour ne vous intéresse pas, évitez ce jeu-là, OK? Parce que si je vais revenir dans une heure quand ce sera mon tour, là, c'est un peu ça. Là. Mais moi, ce que nous, on fait dans notre groupe, c'est qu'on profite de ça pour, oui, suivre ce qui se passe, parce qu'il va se passer, c'est important, parce qu'on se fait attaquer, on veut voir qu'est-ce qu'ils font, mais aussi, on en profite pour se consulter au notre prochain tour, qu'est-ce qu'on achète. Donc, il y a vraiment une interaction. Là. Donc, si ça ne vous intéresse pas de faire ça, puis d'attendre une heure entre votre tour, mais vraiment de planifier, puis de faire des stratégies entre-temps, évitez ce jeu-là. Mais pour moi, c'est ça qui est le fun de faire ça en groupe et en gang. Puis mes amis que j'ai, il y en a quelques-uns qui sont vraiment sont comme moi et sont passionnés de ça. Donc, c'est toute une expérience jouer à ça, toute une expérience. Donc voilà, ça c'est mon numéro 20. Mon numéro 19, ça a un thème de l'espace. Depuis que je suis tout petit, j'adore énormément le thème de l'espace, l'exploration spatiale, tous les mystères que l'espace peut nous amener. C'est sûr que, bon, Star Wars et tout ça, j'aime les combats de l'espace, tout ce qui se passe là. Mais plus précisément, j'adore la science de ça. Donc, mon numéro 19 a rapport avec, évidemment, Star Trek. Donc, on parle du jeu Star Trek Fleet Captains. Donc, pour moi, c'est une saison de Star Trek dans une boîte. Pure et dure, c'est vraiment que ça. Ce que j'adore là-dedans, dans ce jeu-là, c'est que ça va se concentrer beaucoup sur la science. On va se promener dans l'espace, on va découvrir, on va avoir des missions spécifiques que le jeu va nous donner. Oui, il y a des missions de combat, ça tout dépendant de la faction que vous prenez. Mais il va y avoir aussi des missions d'espionnage, il va y avoir des missions de découverte, d'exploration. Il va falloir envoyer des équipes là, sur des planètes, faire des découvertes aussi. Donc, c'est vraiment tout ça en tout. Ce n'est pas un jeu axé sur le combat. Donc, c'est sûr que les deux factions ensemble, lorsqu'ils vont explorer la galaxie, ils vont évidemment se rencontrer à un moment donné. Est-ce qu'on passe un côté de l'autre, puis on continue notre chemin? Est-ce qu'il y a des combats qui vont arriver? Bien, ça va dépendre des missions que vous voulez faire. C'est sûr que si on veut que vous rentrez dedans puis tirez, faire un combat spatial, c'est peut-être pas le jeu idéal pour ça. Mais si vous voulez avoir quelque chose de plus complet que de l'exploration, que du combat, que de l'espionnage, que toutes sortes de choses là-dedans, ce jeu-là est pour vous. Ce que j'adore aussi, c'est que quand vous allez créer votre faction, dans le fond, vous avez un choix d'une douzaine de vaisseaux. Puis avec chaque vaisseau a un point, des avantages, ils ont des points en fait, des avantages, des faiblesses. Puis vous allez pouvoir choisir vraiment votre armada que vous voulez faire, ou vous pouvez y aller au hasard avec un système de pointage. Donc, à chaque fois que vous allez jouer, vous n'aurez pas tout simplement les mêmes vaisseaux. C'est sûr qu'il y en a des plus gros que d'autres, qui sont plus forts, plus robustes. D'autres sont plus petits, mais plus rapides, sont plus scientifiques. Donc, il y a tous ces aspects-là qu'on peut faire. Puis en plus de ça, pour l'équipage, vous avez un système modulaire qui va faire un mix and match de tout plein d'équipages de toutes les franchises ou presque. Les récentes ne sont pas dedans, là, mais la version classique, la version Next Generation, vous avez Deep Space Nine, vous avez même Voyager là-dedans. Là. Donc, ces quatre émissions-là se retrouvent là-dedans, puis chaque modules de cartes sont thématiques à tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment bien fait. Moi qui adore là, toutes les Star Trek, ben, j'avais tout ce que je voulais dans ce jeu-là, dans le fond. Donc, c'est sûr qu'il y a des désavantages à ce jeu-là qu'il faut faire attention. C'est que WizKids est allé plutôt vers, puis c'est confirmé, là, les composantes sont cheap là-dedans. Ils sont très fragiles. Sont de moindre qualité parce que pour économiser le coût. Parce qu'avec les miniatures, le douzaine de miniatures par faction, vous avez beaucoup, beaucoup de plastique là-dedans. Le plastique est plus cheap, mais ça vous permet d'en avoir plus. Puis ça rend le jeu, là, il est quand même cher, le jeu, pour ce qu'il donne en fait de qualité de composantes, mais vous en avez beaucoup. Vous voyez la grosseur de la boîte, là, c'est plein de choses là-dedans. Là.
Donc, faire attention, si vous voulez quelque chose d'un jeu de qualité là, au niveau des composantes, c'est pas pour vous ça. C'est pas un jeu de qualité, c'est plus axé sur les mécaniques et le jeu en tant que tel que le contenu de la boîte. Okay? Malgré le fait que vous avez les vaisseaux là, en 3 dimensions, ben, le plateau, la carte, l'espace que vous explorez, ça a un look drame. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Donc, vous avez là un genre d'hexagone, puis sur l'hexagone, ben, en passant, les hexagones ne sont pas en carton, sont en genre de papier, là, en genre de même composante qu'une carte. Là. Mais bon, c'est un demi-hexagone de petits graphiques que vous avez, donc c'est pas un jeu qui va vous en mettre plein la vue là, de wow, ça va pas vous impressionner au niveau visuel. Okay? C'est vraiment le côté là, comment je pourrais dire, c'est le jeu en tant que tel qui va vous attirer, non pas le visuel, le contenu. Là. C'est sûr que aussi il faut aimer le thème Star Trek. Si vous voulez un jeu de combat qui est bien fort, c'est pas un jeu pour vous. Si vous aimez pas Star Trek, mais pas du tout, c'est pas du tout votre tasse de thé. Évitez ce jeu-là parce que c'est un jeu qui sue le thème de Star Trek. Donc, à éviter si vous n'aimez pas ça. Puis les gens qui vont manquer, là, qui vont vouloir de l'action dans un jeu de société, qu'il faut que ça bouge, là, c'est pas pour vous. Parce que vous allez prendre votre tour, vous allez avancer vos vaisseaux, vous allez peut-être faire des petites découvertes à ce tour à l'autre. Donc, vraiment, vous focussez vraiment sur vos missions. Vous vous concentrez à faire vos missions, puis qu'est-ce que vous avez à faire pour obtenir vos points de victoire. Puis si vous vous rencontrez, puis ça se peut qu'il y ait des combats, ben voici. Ce que j'aime aussi dans le fond, c'est que vous pouvez changer vos systèmes, là, mettre plus de pouvoir, là, plus de jus, dans le fond, plus d'électricité sur plus d'énergie, je devrais dire. Plus d'énergie sur les boucliers, plus d'énergie sur les scanners, plus d'énergie sur les armes. Donc, vous pouvez ajuster tout ça en chemin, tout dépendant de la mission, puis qu'est-ce qu'il y a devant vous. Donc, c'est ça qui est bien pour ça. Mais si vous n'aimez pas ça, faire ces ajustements-là à tous les tours, ou regarder qu'est-ce qui est mieux pour vous, c'est à éviter. Donc, voilà. Mais pour moi, c'est un winner. Donc, mon numéro 19, Star Trek Fleet Captains. Donc, mon numéro 18, on passe maintenant dans un thème qui est plutôt là, au niveau des super-héros. Donc, vous savez, là, ces dernières années, on est bombardé là, de Marvel. Disney nous envoie les Marvel. Il y a eu là, Warner Brothers qui a fait les Superman, Batman avec la version Zack Snyder. Donc, oui, Batman, pour moi, ça a toujours été là, un personnage préféré. Là. Évidemment, quand étant petit garçon, là, les bandes dessinées, là, j'en ai eu beaucoup de Batman. Puis, en tout cas, j'adore la thématique de Batman. Donc, c'est normal que mon numéro 18 a rapport avec ça. On parle de Batman Gotham City Chronicles. Donc, ce jeu-là, ça a été un jeu Kickstarter il n'y a pas tellement longtemps. Ce que j'adore de ce jeu-là, c'est au niveau de la mécanique. Ça reprend les mécaniques du jeu Conan, qui est son prédécesseur. Il appelle ça le système de la rivière, là, où on a celui qui joue les vilains, dans le fond, là, a tous les personnages. Puis, à chaque fois qu'il va en jouer un, on va le mettre à la fin, puis ça va coûter plus cher s'il veut le rejouer. Donc, il va revenir à la longue. Donc, il appelle ça le système de la rivière. Donc, on dépense d'énergie pour jouer des personnages. Les autres héros, ils ont un plateau avec tout le héros dessus, puis selon les énergies qu'ils allouent à chaque action qu'ils veulent prendre, c'est ça qui va déterminer qu'est-ce qu'ils vont faire sur le jeu. Donc cette mécanique-là, j'adore, j'ai vraiment beaucoup aimé, puis ça nous fait vraiment penser à qu'est-ce qu'on va faire, sur quoi qu'on veut mettre notre énergie. Est-ce que je veux bouger très vite? Est-ce que je veux me concentrer à me battre? Ou je veux-tu vraiment donner un bon coup de poing ou un coup de poing vite pour faire d'autres choses? Donc, c'est des bonnes décisions à faire dans une situation de combat. Donc, j'adore cette mécanique-là. Évidemment aussi la diversité de ce jeu-là au niveau des scénarios puis des personnages. On s'entend que Batman dans les bandes dessinées, c'est un qui a une galerie de vilains là, immense. Okay? Je pense que c'est lui qui en a le plus dans toutes les bandes dessinées. Donc, mais dans ce jeu, ils sont tous là. J'ai rarement vu dans tous ses alliés, tous les acolytes qu'il a, tous les vilains qu'il a, je pense qu'ils sont vraiment tous là. Si vous en trouvez là-dedans qui ne sont pas dans le jeu, vous me direz, parce que, à part le Condiment Man, là, celui qui est avec les ketchup moutarde, il n'est pas là-dedans, bien correct. Mais autrement dit, la plupart sont pratiquement à 90% et plus sont tous là-dedans. Donc, vous cherchez quelqu'un, il est là, il a sa fiche, puis vous pouvez vous en servir.
Le nombre de scénarios là-dedans là, est assez hallucinant. Puis ce qui est le fun, c'est que chaque scénario va vous permettre de dire, OK, bien, joueur numéro 1, il va choisir entre tel personnage. Joueur numéro 2, tel, et ainsi de suite. Donc, et puis vous en avez pour tous les comptes de joueurs. Au niveau de un joueur, je pense qu'il y a quelques scénarios, donc c'est pas un jeu qui est fait pour un mode solo, mais pas du tout. Là. Mais bref, vous avez plusieurs différents 2, 3 ou 4 joueurs, puis vous pouvez vous pouvez trouver le scénario, vous pouvez trouver votre compte là-dedans. Là. Il y a aussi une thématique sandbox. Donc, autrement dit, vous avez votre carré de sable, là, puis vous pouvez faire vos propres scénarios. Okay? Donc, vous avez toutes les tuiles de plateau que vous avez tous les héros. Vous pouvez en faire. Puis d'ailleurs, je pense sur leur site, là, vous avez toute une communauté de gens qui vont créer des scénarios là, pour que vous puissiez vous amuser. Donc, la rejouabilité est vraiment là, à l'infini à cause de ça. Vous avez ce qu'ils vous proposent dans la boîte, puis vous avez tous les fans de la communauté qui en ont fait, puis en ont fait. Là. Donc, beaucoup de diversité là, pour ce jeu-là. Donc, ça, c'est super bien. Donc, j'adore beaucoup ça. Donc, par contre, les désavantages qu'il faut surveiller, c'est que ce jeu-là, il est malheureusement pas en magasin. Okay? Ils ont décidé de l'offrir sur la plateforme Kickstarter seulement. Si vous voulez vous le procurer, il va falloir vous l'acheter en mode usager ou de seconde main. C'est impossible d'en trouver des neufs maintenant, ou presque. Donc, donc c'est ça, c'est très malheureux. Les gens qui aimeraient ça l'avoir, ben, extrêmement difficile ou presque impossible à trouver aujourd'hui, là, malheureusement. Là. Qui sait, peut-être qu'un jour, il va avoir une réimpression, mais pour l'instant, c'est ça. Donc, vous ne pouvez pas vous le procurer très facilement. Là. Donc, ça, c'est un gros désavantage. Je ne vous cacherai pas aussi que j'ai été déçu des miniatures. Okay? Donc, on s'entend, les sculptures des miniatures sont très bien faites, très bien détaillées. Pour ceux qui veulent peinturer, ça va être super beau. La chose qui m'a déçu, c'est vraiment les bases. Je pense que quand j'ai fait ma petite session de jeu de Batman, vous le voyez, les bases là, sont comme, en anglais ils disent warpés, là, mais ils sont comme pliés comme ça avec le temps, ils courbent. Donc quand on met la miniature miniature a tendance à basculer. Donc ça, j'ai trouvé ça, pour le prix que le jeu offre, en tout cas, il aurait pu s'efforcer un peu plus sur les bases des miniatures. Mais bon, c'est mineur, mais c'est quand même majeur en même temps parce qu'on a payé le gros prix pour ce jeu-là. On veut de la qualité, là, par contre. Là. Aussi, ce jeu-là, soyez avisés que c'est un mode 1 contre tout le monde. Okay? Donc, ce n'est pas une mécanique ou un mode de jeu qui va plaire à tout le monde d'avoir une personne qui contrôle tous les méchants contre le groupe de tout le reste des joueurs. Il y a quelques jeux qui ont ça, puis ce n'est pas apprécié par tout le monde. Moi, ça ne me dérange pas. C'est sûr qu'on échange des fois, mais des fois, les gens ne veulent pas être tout seuls contre tout le monde. Ça peut créer des conflits dans le groupe. Là, on s'entend que c'est pas l'idéal, c'est pas le plus populaire dans le fond. Mais moi, ça me dérange pas, puis j'aime quand même ça, ça ouvre la porte. Puis avec le deuxième Kickstarter, ils ont beaucoup ouvert la session de 1 contre 1 avec chacun notre rivière. Donc, c'est ça qui est bien. Parce que c'est sûr que la personne qui joue le 1, dans le fond, les vilains, c'est lui qui a le système de mécanique de rivière. Les autres ont tout leur plateau, puis c'est différent. Donc, pour avoir notre tour, il faut faire le vilain. Mais avec la version 1 contre l'autre, vous avez chacun votre rivière, puis c'est une dynamique différente. Donc, ça a été apprécié. Là. Mais le 1 contre tous n'est pas apprécié par tous. Là. Et le plus gros désavantage de ce jeu-là, c'est les règles. Le livre de règlement là-dedans, il est nul. Nul. Vous allez sacrer carrément là, quand vous allez regarder les pages puis trouver les règlements. Vous avez une question en jouant, où est-ce qu'on trouve ça? Là? Vous allez le feuilleter là, à tort et à travers le livre très souvent. Donc, c'est pour ça que ça prend vraiment des vidéos pour bien comprendre puis bien voir. Sinon, là, ça va vous prendre plus de temps pour apprendre le jeu. Donc, quelqu'un qui va ouvrir ça de sa boîte, qui n'a jamais rien vu, qui va tenter de comprendre le jeu avec le livre des règlements, là, il va avoir beaucoup de misère. Là. Puis même durant la campagne, les gens qui ont fait le jeu, qui ont fait des vidéos, personnellement, moi, j'ai été aussi perdu que le livre d'instruction. Donc, c'est pas leur métier, c'est normal, ils ont fait leur possible, mais je pense que ça aurait pu être mieux fait. Là. Donc, si vous vous procurez ce jeu-là, regardez vraiment les gens qui jouent et qui savent comment jouer avant de lire le livre d'instruction parce que vous allez vous perdre, ça va prendre beaucoup plus de temps. Là, quand vous allez commencer à jouer, vous allez passer beaucoup de temps à chercher les règlements. Puis c'est des petits paragraphes un peu par-ci par-là sur certaines règles. Puis il manque de structure dans le livre d'instruction complètement. Là. Donc ça, c'est le plus gros désavantage de ce jeu-là. Mais une fois qu'on l'apprend, puis une fois qu'on se met à jouer, l'art est super belle, vous avez des plateaux super bien faits, vous avez de la rejouabilité en masse, la thématique est super le fun, les dés, les composants
présente, à part les bases des miniatures, tout est superbe. La Batmobile, si jamais vous avez été chanceux de l'avoir là, sur le Kickstarter, vous l'avez pris. On peut jouer avec, elle a des habilités avec ça, c'est vraiment bien fait. Donc, un bon petit jeu, là, c'est vraiment bien fait. Là. Pour moi, c'est une belle amélioration de Conan. Là. Donc, mon numéro 18, Batman Gotham City Chronicles. On passe maintenant au numéro 17. Donc là, pour mon numéro 17, je vais revenir sur la thématique de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un jeu qui m'a pris par surprise. La thématique est un petit peu sérieuse, dans le fond. On cherche à assassiner quelqu'un, on cherche à assassiner Hitler. Donc je parle bien sûr de Black Orchestra, qui se passe dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis encore une fois, là-dedans, ce que j'adore, c'est que les événements qui démontrent sont bel et bien réels. Les personnages que vous jouez avec ce jeu-là, c'est des personnages qui ont déjà existé dans la vraie vie. Puis c'est vraiment le but du jeu, c'est de trouver un complot pour assassiner Hitler. Donc, à toutes sortes de façons, l'empoisonnement, l'assassinat, une bombe, il y a toutes sortes de façons qu'on peut faire. Puis, vous allez jouer en coopératif, puis travailler ensemble pour tenter d'assassiner Hitler. Okay? Puis vous avez aussi là-dedans la difficulté que Hitler a l'armée en arrière de lui, la Wehrmacht est là. Okay? Il y a les services secrets qui sont là-dedans. Vous avez là, à chaque tour, vous avez des événements, puis les événements qui vous présentent avec des vraies photos, c'est des événements réels. Puis le cours du jeu, ça va être de plus en plus difficile à l'assassiner, qui va représenter là, son moment le plus fort dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis vers la fin du jeu, ça va devenir de plus en plus facile, mais le temps est compté. Là, okay? Donc, j'ai vraiment adoré l'expérience de courir partout. On peut se faire mettre en prison, on peut se faire torturer, si on est en prison, s'il y a des possibilités qu'on puisse, là, comment je pourrais dire, euh, trahir nos compatriotes. Donc, ils vont nous forcer à dire des choses ou à faire des choses pour enlever des cartes, des bonnes cartes des gens. Donc, la thématique, elle est très forte. Puis, on a vraiment le sens du suspense là, de l'assassinat d'Hitler, caché, secret. Puis, on a les généraux d'Hitler qui vont se promener, Rommel. Vous allez avoir là aussi là, Göring qui va se promener, tous ces top généraux qui vont se promener, puis si jamais ils se retrouvent à la même place que vous, bien, il y a de la suspicion sur vous. Là, puis c'est un jeu de suspicion, puis c'est vraiment bien fait là-dessus. J'ai vraiment adoré l'expérience de Black Orchestra. Par contre, les choses qu'il faut faire attention sur le petit désavantage, c'est qu'il manque un certain balancement. Okay? Il y a des gens qui vont jouer à ce jeu-là, puis dans 3-4 tours, ils ont gagné. Ils ont retrouvé le complot à faire. Ils ont réussi à ramasser les éléments nécessaires pour faire ça en 2 temps, 3 mouvements. Puis, boum, ça donne que Hitler est à la bonne place. Les lancers de dés, c'est partout. Toutes les astres s'enlignent très facilement. Okay? Versus d'autres fois où est-ce que ça va être plus long, plus ardu. Il y a des éléments de chance parce que vous devez trouver des éléments. Comme par exemple, si vous cherchez de l'assassinat, ça va vous prendre une arme, ça va vous prendre là, un fusil. Puis il faut que votre personnage soit motivé pour le faire. C'est-à-dire aussi la motivation des personnages. Là. Donc, des fois, ces éléments-là sont plus difficiles à trouver. Puis selon où sont les items, ça peut être plus long pour vous pour les trouver. Parce que au début de la partie, vous avez accès seulement qu'à Berlin. Parce qu'évidemment, l'Allemagne, elle a pris l'expansion au courant de la guerre. Donc là, il va y avoir des événements avoisinants, puis votre territoire va s'agrandir plus le jeu avance. Mais vers la fin du jeu, les territoires deviennent de moins en moins disponibles parce que là, les Alliés arrivaient. Donc, il y a l'élément de chance par rapport à ça. Donc, il y a un petit équilibre là-dessus qui est comme pas tout à fait ajusté. Okay? Mais en général, ça se passe bien. Mais il y a des gens sur Internet qui vont vous dire, là, ou en ligne, où leur expérience était comme, ce jeu-là est hyper facile. J'ai gagné en 3 tours, c'était fini. Là. Il y en a d'autres qui disent, j'ai jamais gagné de partie de ma vie, c'est super difficile. Donc, mon expérience à moi, j'ai joué peut-être 4-5 parties. Ça arrive à peu près à 50-50. Donc, pour moi, je ne vois pas de difficulté, mais je le sais qu'elle peut arriver, elle peut être là. Autre chose qu'il faut faire attention aussi, c'est ça peut devenir répétitif à la longue. Okay? Donc, on connaît les complots, on sait où aller trouver. C'est la seule chose qui va changer dans la rejouabilité, c'est où sont les éléments que vous voulez avoir. OK, ben là, je cherche de la dynamite. Bon, ben OK, là, je m'en vais à cet endroit-là. Ah, elle n'est pas là. Donc, c'est vraiment un petit peu de pick-up and deliver. Okay? On appelle ça, là. On va chercher tel événement, puis si vous avez trouvé une composante qui ne vous sert à rien,
vous pouvez aller la porter à un autre endroit pour avoir des bonus. Par contre, en faisant ça, mais si votre collègue n'a de besoin, bien là, vous venez de vendre quelque chose que lui a de besoin. Puis c'est sûr qu'on peut s'échanger des choses, mais il faut qu'on soit à la même case. OK? Donc ça peut devenir un petit peu, là, ça peut être quelque chose que vous aimez moins, dans le fond. Là. Puis l'autre chose, il va manquer de diversité dans les cartes d'événements. C'est normal, c'est basé sur la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous savez à peu près qu'est-ce qui va arriver à peu près dans le temps. T'sais. Donc, vers le milieu de la partie, il va arriver tel événement parce que ça s'est produit dans l'histoire. Vers la fin de la partie, il va arriver tel événement parce que c'est produit dans l'histoire. Donc, il n'y a pas grand diversité au niveau des événements par rapport à ça. Vous avez comme peut-être 2 ou 3 cartes là, qui vont sur le paquet de 10 à peu près, je pense, là, de mémoire. Là. Il y en a peut-être 2 ou 3 là-dedans que vous allez enlever à chaque partie pour pouvoir créer la rejouabilité. Fait que vous allez avoir un petit peu de surprise à chaque partie, mais pas tant que ça. Donc ça peut jouer contre vous. Puis il y a aussi là, le plateau qui est pas... c'est une carte de Berlin, mais c'est pas un jeu qui est boom visuel. Vous n'avez pas le gros oomph. Mais c'est pas si pire que ça. Les couleurs sont bien faites, mais on n'est pas là pour le visuel. On est là vraiment pour, OK, bien, ça représente un peu quel endroit je veux aller sur la carte de Berlin. Puis bon, c'est pas... je trouve que ça fait la job pour ce qu'on veut faire, mais c'est pas une orgie visuelle, autrement dit. Donc, c'est un petit peu une chose à voir, que c'est des gens qui peuvent peut-être pas aimer cet aspect-là. Mais grosso modo, moi, j'ai vraiment adoré l'expérience, puis je le rejouerai n'importe quand. Les personnages sont assez diversifiés pour que, selon moi, la rejouabilité était quand même bonne. C'est sûr qu'après une dizaine de parties, vous allez avoir fait le tour de chaque personnage et tout ça. Okay? Mais si vous distancez vos parties, vous jouez de temps en temps, puis surtout quand vous arrivez avec quelqu'un qui n'a jamais joué à ce jeu-là, un nouveau, là, qui n'a pas joué à ce jeu-là encore, là, ça redevient le fun parce que vous vous mettez à sa place, puis on revit tout ça avec la personne. Donc, j'ai vraiment adoré Black Orchestra. C'est vraiment là, dans mon top 20. Donc, mon numéro 17, Black Orchestra. Donc, pour le numéro 16, on va mettre de côté un petit peu le science-fiction puis la Deuxième Guerre mondiale, puis on va plutôt se transposer dans la thématique du fantastique. Donc, mon numéro 16, c'est la troisième itération, la troisième édition de ce jeu-là. Je parle bien sûr de Runebound, troisième édition. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire pas celle-là, c'est la deuxième édition qui est la meilleure possible. Je n'ai jamais joué à la deuxième édition. Il semblerait qu'elle est un petit peu meilleure, mais pour moi, la troisième édition, c'est la seule que je connais, puis je suis extrêmement satisfait de celle-là. Ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que c'est la rejouabilité. Il y a différents modules pour les monstres que l'on va combattre, la mission. Il y a différents modules pour les pouvoirs, les habiletés qu'on va obtenir. Il y a différents modules pour ce qu'on va acheter dans les villes, pour s'équiper d'équipements. Donc, j'adore le fait qu'on peut faire du mix and match comme ça, avec ça. Donc, ça remet la jouabilité là, dans le tapis. Aussi, ce que j'aime aussi, c'est le système de combat qui est un petit peu différent des autres. Là. Au lieu de lancer des dés, dans ce cas-ci, on va lancer des pièces, des pièces de carton, dans le fond des coins, puis ça fait un petit peu comme des runes, d'où le terme Runebound. Probablement c'est pour ça qu'ils sont allés dans avec ce système-là. Mais on lance des runes d'un côté ou de l'autre, puis il y a de la manipulation avec ça qu'on va faire pour attaquer, pour faire de la magie, pour se défendre, pour faire toutes sortes de choses. Donc, j'ai trouvé la mécanique de combat assez intéressante là-dessus. C'est très bien fait. Puis évidemment, c'est dans le monde de Terranoth, qui est là, le monde fantastique de Fantasy Flight qui se sont créés. Donc, j'ai bien adoré ça. Et aussi, avec ça, si jamais vous avez l'expansion Unbreakable Bonds, ça vous permet de jouer en mode solo coopératif, puis ça donne un vent de fraîcheur au jeu. Le jeu en tant que tel, comme qu'il est, honnêtement, il n'y a pas énormément d'interaction entre les joueurs. Donc ça, je passe un petit peu dans les désavantages, mais pour moi, c'est pas vraiment un désavantage, mais ça peut l'être. L'interaction entre les joueurs, elle est extrêmement minime. Donc c'est pour ça qu'il y avait un besoin d'avoir un mode coopératif ou solo avec ça. Parce qu'honnêtement, juste le jeu de base, là, vous pouvez jouer en solo. C'est la même chose que jouer à plusieurs. À plusieurs, dans le fond, c'est une course pour celui qui va s'équiper le plus pour être capable de tuer le boss en premier. C'est vraiment ça, le mode compétitif. Donc, on s'entend, la seule interaction qu'il peut y avoir entre les joueurs, c'est des combats un avec l'autre qui va plutôt nuire. Puis c'est pas...
comment je pourrais dire, c'est pas quelque chose qui va aider l'autre personne qui va combattre, dans le fond. Ça va plutôt nuire tous les deux faire ça. Donc, on fait chacun nos choses, puis c'est tout. Donc, moi, je jouais le mode de ce jeu-là, je le jouais en mode solo, avec le jeu de base seulement, qui est supposé être compétitif, c'est ça. Mais avec Unbreakable Bonds, première des choses, ils vont rendre ça le vrai mode solo. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose avec la nouvelle, avec le jeu de base. Mais par contre, il y a un mode coopératif où on peut se partager des choses. On peut se partager maintenant là, ce qu'on trouve, les équipements, de l'argent. On peut se partager des quêtes. Ah ben, moi j'ai reçu une quête, mais c'est plus dans ton coin de la carte là, qui est la quête. Donc on va se l'envoyer par la poste. Dans le fond, on se les échange. Dans le fond, il y a plus d'interaction avec ça. Et aussi, le plus gros avantage d'avoir Unbreakable Bonds, l'expansion qui, selon moi, est essentielle à ce jeu-là, c'est qu'il va vous donner de la diversité pour les combats. Parce qu'au départ, vous avez là, le combat dans le jeu normal, le jeu de base. Tous les ennemis que vous allez rencontrer, ils ont un plateau, puis ils ont une intelligence artificielle, comment ils fonctionnent. Simplement une façon de faire. Versus Unbreakable Bonds, où ils vont vous donner des classes de vilains. Donc, OK, si c'est un vilain qui est un trickster, donc quelqu'un qui est un petit peu là, machiavélique, bien, à ce moment-là, voici la carte, voici ce qu'il va faire. Si c'est quelqu'un qui est plus un gros tank, un gros beef, là, ou une grande force, voici ce qu'il va faire. Si c'est quelque chose qui va prendre de la magie ou qui va faire plutôt des sorts, bien, vous avez de la diversité avec ça. Puis il y a même les jetons qui viennent avec pour les runes, les combats qui viennent avec ça. Donc, c'est vraiment essentiel. Mais le jeu de base tout seul est quand même très, très bon, là. Donc, moi, j'aime beaucoup ce jeu-là parce que vous avez une carte. Il y a pas de. Vous avez une mission à faire, puis dans le fond, vous arrivez, puis choisis ton personnage. Voici ce qu'il faut que tu fasses. Go, vas-y. Va trouver de l'équipement, va te battre, va acheter des choses, va faire des quêtes. Laisse-toi, choisis où est-ce que tu veux aller. Il n'y a pas quelque chose de linéaire là-dedans. On peut aller où on veut, puis on peut faire les choses que l'on veut en autant qu'on arrive à l'objectif. Puis il y a comme un timer qui fait que ben, dans X nombre de tours, si t'es pas arrivé, ben, c'est game over. Il faut l'avoir vaincu. Mais entre-temps, là, c'est libre à toi d'aller où tu veux sur la carte, faire ce que tu veux pour t'équiper puis pour te augmenter de force. Donc, j'adore cette mécanique-là. Donc, c'est très thématique, puis j'ai beaucoup adoré. Ce qu'il faut faire attention, le désavantage avec ce jeu-là, c'est que je louangeais beaucoup Unbreakable Bonds, mais la seule chose que j'ai pas aimé d'Unbreakable Bonds qui fait que ça aurait pu être mieux, c'est au niveau des combats. Parce que dans l'expansion, je parle beaucoup de l'expansion, mais pour moi, c'est un must pour le jeu. Il transforme le jeu de la bonne façon. Okay? Jeu de base, là, très, très, très recommandable, mais avec l'expansion, c'est encore une bonne coche, là. Mais moi, je m'attendais, vu qu'ils ils ont sorti le module coopératif, que maintenant, on peut se promener en groupe. Donc, si moi, je fais un mouvement, bien, je vais amener tout le monde avec moi. Au lieu de dépenser du mouvement chacun, bien, venez, on va bouger en groupe. Mais les combats se passent toujours individuels. Donc, imaginez-vous, là, on est en groupe de 3, on rencontre, le joueur numéro 1 rencontre un monstre, mais c'est juste lui qui se bat avec. Donc, les deux autres sont là, puis ils le regardent, puis on est supposé être un groupe, on est supposé jouer en coop. Donc, il n'y a pas de règlement pour des combats ensemble. Donc, c'est encore des combats individuels malgré qu'on forme un party, un groupe. Fait que ça, j'ai trouvé que ça aurait pu être mieux fait. Donc là, ça laisse place à toutes sortes de règlements maison, mais cette chose-là, il aurait pu mieux le faire, là. Je pense qu'il y a même les boss, c'est la même chose. Je pense qu'il y en a un là-dedans, qu'il y a une façon, une mécanique en coopératif. Mais pour moi, c'est vraiment pas au point, ce qui fait que je vais continuer quand même à jouer ce jeu-là en mode solo. Okay? À cause de ça, que l'interaction puis l'entraide, elle n'est pas au point, pas assez bien fait pour moi. Mais ça ne m'empêche pas d'adorer ce jeu-là puis de jouer de la façon. J'ai des petits règlements maison. Puis une fois que je suis passé au travers de cette barrière-là, de faire fait des règlements maison, ce ne sont pas des gros changements non plus, ben j'ai beaucoup de fun, beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. C'est sûr qu'au début, je disais qu'il y a un bon avantage parce que c'est modulaire, je peux changer là, les types de choses que je peux acheter, les types d'habilités que je peux avoir. Ben, c'est aussi un désavantage parce qu'il se fait que le setup est assez long, là, okay? Donc, vous devez prendre les modules puis les choisir au hasard ou les mélanger vous-même. Puis à chaque fois, vous devez écarter ça puis brasser les paquets ensemble. Même pour les chefs, les vilains, le vilain il va avoir son paquet de cartes à lui, mais il y a des événements puis des combats qui sont génériques qu'on doit en prendre au hasard puis mélanger avec. Donc, ce qui fait que le setup est assez long et ardu avec ce jeu-là. Mais une fois que tout c'est fait, vous allez pouvoir rentrer dans la partie et ça va super bien. Mais pour ceux qui n'aiment pas ça, ça prend peut-être 15-20 minutes là, de préparer le jeu, ben c'est peut-être pas pour vous à ce moment-là. Puis, un des gros désavantages que j'ai trouvé qui aurait pu être mieux fait, mais ça reprend quand même la deuxième édition, c'est au niveau des mouvements.
Là-dedans, c'est pas un chiffre spécifique, puis on bouge des cases. Non, il faut lancer des dés. Puis il faut que les dés matchent avec le type de terrain qu'il y a sur le plateau. Fait que donc, si on est dans des montagnes, puis on veut se promener dans des... Puis on lance les dés, puis c'est juste des plaines qui ressortent, ben vous allez avoir de la misère à vous promener. Il y a des choses par défaut qui sont là, donc on peut toujours bouger de 1 en tout temps par défaut sans lancer les dés. Mais si on va aller plus vite que ça, c'est les dés qui vont le faire. Puis les dés, des fois, sont pas... les dés, ça reste le hasard. Hein. Donc, par rapport au hasard, ben, si je peux me rendre jusqu'à de A à B, c'est le hasard qui va déterminer. C'est ça qui est un petit peu moins apprécié dans ce cas-ci. Là. Donc, ça marche quand même bien. Okay? Donc, je vous dirais que les dés, c'est pas juste chaque face a un terrain. Non, il y a comme 2 terrains par face, puis un côté qui est joker. Donc, ça ne va pas vous restreindre tant que ça. Mais ça peut vous jouer des mauvais tours là, au courant de la partie. Puis c'est ça qui est comme là, il faut faire attention avec ça. C'est un petit désavantage au jeu. Là. Mais grosso modo, là, quand je veux sortir là, une aventure fantasy qui est pas trop longue, parce que la partie en tant que telle n'est pas trop longue, ça passe quand même bien, ça va vite. À part le setup, là, une fois que ça s'est fait, par contre, là, la partie 1 heure et demie maximum, c'est fait. Là. Vous avez la possibilité de jouer en solo, en groupe. Donc, j'ai beaucoup adoré le jeu Runebound. Il est maintenant terminé, donc ils ne feront plus d'expansion. Ce qui fait mon affaire, parce que Fantasy Flight, ils sont renommés pour faire des expansions à pu finir. Mais j'aime ça quand un jeu termine à un moment donné. Mais lui, c'est terminé, puis j'ai pu me procurer tout ce qu'il y a avec. Puis je pense que le contenu est juste assez pour avoir une bonne diversité. Là. À part Unbreakable Bonds qui aurait pu être mieux tweaké, mieux fait, mais pour tout le reste, là, je suis entièrement satisfait. Puis un de mes préférés, dans le fond. Donc, c'est mon numéro 16, Runebound, la 3e édition. Donc, pour mon numéro 15, on va retourner dans l'espace encore une fois. Oui, j'aime beaucoup les jeux de science-fiction, les thématiques espace. Celui-là, par contre, il est quand même assez récent. C'est un monstre de jeu, un gros jeu qui a été kickstarté il n'y a pas longtemps. Je parle bien entendu de Nemesis. Donc, ce jeu-là, ce que j'adore de ça, c'est que vous avez là... si vous cherchez l'ambiance du film Alien, le premier, donc le 8e passager en français, vous l'avez là-dedans. Il n'y a pas rien sur le marché qui va accoter ce feeling-là que ce jeu-là. Donc, on parle vraiment là, du mode claustrophobique, du mode là, stress, parce que vous ne devez pas faire de bruit. Vous devez explorer. Et en plus de ça, vous avez un élément semi-coopératif. Donc, selon moi, il y a un seul jeu sur le marché qui va topper ce jeu-là au niveau du semi-coopératif, c'est Battlestar Galactica. Par la suite, il arrive avec celui-là. Par contre, pourquoi j'ai choisi lui plus que Battlestar, c'est que j'aime beaucoup plus la thématique de celui-là. J'aime beaucoup là, l'ambiance qu'elle va offrir. Quoique Battlestar, on ne se donne pas sa place, mais selon moi, je préfère cette thématique-là. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment parce en fait, lui, on va aller chercher plus un aspect d'agenda caché. C'est sûr que j'arrête pas de comparer à Battlestar, mais c'est juste à cause du mode de jeu semi-compétitif, semi-coopératif. Battlestar, vous avez là, l'autre faction, c'est de trouver le traître qui va tout simplement tenter de vous détruire. C'est carrément ça. Tandis que Nemesis, lui, l'aspect semi-coopératif, c'est plutôt plus subtil que ça parce que vous allez avoir des agendas distincts différents. Ça peut être tuer un membre d'équipage, ça peut être infecter un membre d'équipage, ça peut être se faire infecter et partir, ça peut être détruire le vaisseau et quitter dans une navette d'urgence, ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Donc, c'est ça qui rend le stress de tout ça, c'est que c'est quoi l'agenda caché? Ça peut être qu'il n'y a pas d'agenda non plus, c'est d'aider tout le monde à sortir. Donc, il y a un petit élément comme ça qui s'ajoute au stress en plus, en sachant que tout le monde a quelque chose ou a un agenda secret. C'est là qu'il va plus me chercher au niveau de ce mode de jeu semi-coopératif. Donc, selon moi, pour moi, je préfère celui-là. Autre chose aussi, c'est que la simplicité des actions et des combats qu'on a à faire dans ce jeu-là, c'est merveilleux. Donc, c'est vraiment pas compliqué du tout. Le livre des règles là, est très bien fait, très bien expliqué, c'est très simple. Ça marche avec un système de cartes. Telle carte, telle action, boum, c'est fait. On peut se servir des cartes pour faire d'autres choses. Il est vraiment bien fait au niveau de la simplicité. Puis c'est pas ennuyant du tout. Là. Donc, on va pas se perdre. On va pas comme... Les tours se font rapidement. Bang, bang, bang. Puis c'est ça qui rend le tout vraiment le fun. On passe pas des heures à penser qu'est-ce qu'on va faire. Puis, donc, il est vraiment bien fait pour ça. Les désavantages à surveiller avec ça, par contre, c'est que, première des choses, ce jeu-là est extrêmement dispendieux.
Oui, il vous en offre beaucoup, mais pour le prix, selon mon humble avis, il coûte un petit peu trop cher de ce qu'il vous donne. Il vous en donne beaucoup, mais sur le marché, je pense qu'il a c'est un petit peu exagéré le prix. Par contre, c'est bien, mais si vous n'avez pas les ressources pour ça, puis si c'est trop cher pour vous, on peut comprendre absolument. Aujourd'hui, les ressources sont quand même assez. On fait attention à notre argent. Il faut vraiment que ça vaille la peine pour que vous payiez l'extra pour l'avoir. OK? Euh, Aussi, l'autre chose que je vous dirais de désavantage de faire attention, c'est qu'avec le jeu de base, oui, vous avez les agendas secrets des gens, mais il n'y a pas assez de diversité au niveau de l'ennemi. OK? Les extraterrestres que là, le Némésis, donc les aliens qu'il y a là-dedans, vous allez commencer à les connaître à un moment donné. Puis après avoir passé peut-être là, une dizaine de parties de jeu-là, vous allez commencer à vouloir chercher un petit peu de diversité dans votre ennemi, là, dans les adversaires. Et c'est pour ça que vous allez avoir besoin des expansions éventuellement. C'est sûr qu'au début, là, quand vous allez commencer à jouer avec ça, c'est très bien. Il y a aussi le mode solo qui va aussi vous donner plus de rejouabilité versus le mode semi-coopératif. Donc, une fois que vous avez fait le tour avec le semi-coopératif, vous pouvez toujours aller en mode solo qui vous donne une expérience différente. Par contre, les ennemis vont toujours être de la même façon. Donc, vous allez devoir chercher quelque chose d'autre là-dessus. Moi, personnellement, j'ai commandé des expansions, parce que j'adore assez le jeu pour ça. Mais ça peut être un désavantage d'être obligé d'acheter des expansions, que le jeu de base n'est pas assez bon pour vous suffire. Là. Mais par contre, ce jeu-là est assez gros que c'est pas un jeu que vous allez sortir à la table à tous les soirs là, ou à toutes les semaines. C'est un jeu que vous allez sortir une fois pour un gros événement. Vous allez le serrer, puis vous allez le ressortir à un moment donné. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, il va être jouable amplement. Mais si c'est quelque chose que vous voulez là, binger puis vous voulez jouer souvent, là, ben, vous allez avoir, vous constatez, vous avez vite fait le tour et ça va vous prendre les expansions. Moi, la session que j'ai jouée sur le site, j'ai essayé l'expansion là, des Void Seeders. J'ai adoré. D'ailleurs, la copie que j'ai, c'était à Marco. Donc, c'est pour ça que j'ai tellement aimé que je suis allé me chercher le jeu de base, puis je me suis commandé les deux autres factions d'Alien qui vont me donner plus de diversité et aussi tout l'extra Aftermath qui était sur le Kickstarter. Difficile à trouver, mais j'ai réussi à m'en procurer quelque part. Je les attends là, suite au nouveau Kickstarter de ça. Là. Il y a Lockdown qui est sorti, la suite qui va qui va se passer sur une base. J'ai pas backé ça. Je pense que je vais en avoir suffisamment avec ça, plus les expansions des autres aliens. Je verrai plus tard si je veux aller chercher ça, mais sur le coup, là, encore une fois, le jeu est dispendieux. Donc c'est pour ça que ça m'a arrêté un peu. Là. On n'a pas des ressources illimitées, personne. Hein? Donc, mais quoi qu'il en soit, selon moi, ça demeure un excellent jeu. Je suis très content de l'avoir dans ma collection. Je jouerai n'importe quand. Le mode solo, pour moi, est vraiment, vraiment le fun. Honnêtement, j'ai pas essayé le mode semi-coopératif à cause de la pandémie. Mais éventuellement, là, dès que je vais pouvoir recommencer à jouer en groupe, c'est un des premiers jeux que je vais aller essayer, le mode semi-coopératif de jeu-là. Je veux voir comment, là, j'ai vu comment fonctionne là, avec les séances de jeu en ligne sur des chaînes, mais je veux l'expérimenter moi-même. Donc, voilà. Donc, mon numéro 15, Nemesis. Mon numéro 14, on est encore dans un jeu de l'espace. C'est une thématique que j'adore beaucoup. On est toujours aussi dans une franchise que j'aime beaucoup pour sa côté scientifique. C'est encore dans la franchise Star Trek. C'est le dernier de mon top 20 dans cette franchise-là. Donc, je parlais bien de Star Trek Ascendancy. Donc, ce jeu-là, c'est un jeu 4X, ok? Donc exploration, extermination, ainsi de suite. Là. Je ne les connais pas par cœur, mais il y a 4X. Donc on va explorer la galaxie, on va construire une civilisation, on va se prendre l'un contre l'autre, on va avoir des combats, on va avoir toutes les bonnes choses qu'un 4X peut nous donner. Mais pour moi, ce qui rend ça, pourquoi c'est dans mon top 20, mon numéro 14, c'est que c'est dans le monde Star Trek, comme vous savez. C'est une franchise que j'aime beaucoup. Donc, l'avantage que j'ai là-dedans, ce que j'adore de ce jeu-là, c'est au niveau de l'exploration. L'exploration, vous allez avoir vos vaisseaux qui vont se promener pour aller chercher des planètes. Mais la mécanique géniale avec ça, qui est unique, c'est que la carte, l'exploration, elle va vraiment bouger. Elle va toujours se transformer au fur et à mesure que vous bougez. Assez spécial, sérieux, je ne sais pas si je peux bien là, vous le démontrer, mais si, mettons, vous commencez avec votre système solaire, qui est un cercle sur la carte, puis vous avancez, mais vous lancez l'idée de savoir comment long va être la prochaine planète. Donc, ça peut être des gabarits de 2, 3 ou 4 de distance.
Donc, vous allez placer le gabarit, puis une fois que vous arrivez, vous allez placer l'autre rondelle de ce que vous avez trouvé. Mais la prochaine fois que vous allez explorer, vu que c'est une rondelle, ça va bouger. Donc, le gabarit va bouger avec la rondelle pour aller connecter avec d'autres systèmes. Ce qui fait qu'éventuellement, vous allez avoir comme tout un circuit de planètes qui vont être proches, éloignées, puis vont toutes s'interconnecter. Puis il y a un nombre maximum de chemins qui peut se connecter par système solaire. Donc c'est vraiment assez spécial. J'ai trouvé ça génial. C'est sûr que vous avez là, un maximum. Là, je pense que la carte, c'est 3 par 3. Là, donc 3 pieds par 3 pieds, ça ne peut pas dépasser ça. Mais là-dedans, là, ça va constamment muter, changer. Vous pensez que vous êtes loin de votre ennemi. Whoop, non, il a exploré cet endroit-là qui se connecte finalement. Donc ça peut vous jouer des tours. Donc vraiment, là, j'ai été vraiment impressionné par l'idée d'exploration là-dedans, là, ce qui fait que votre ennemi est toujours pas trop loin. Puis avec ça, ben, vous allez construire des systèmes solaires, vous allez devoir faire de la production, vous allez devoir faire là, des sciences pour améliorer votre vaisseau, vous allez avoir des objectifs de ça à faire. Vous allez avoir là, de l'ascendancy. Donc, là, en fait, l'ascendancy là-dedans, c'est représenté par des jetons. C'est ça qui est votre objectif, d'avoir tant de jetons d'ascendancy. Ça représente là, comment évoluer est votre civilisation. Donc, c'est probablement ça le terme ascendancy. Donc, puis tout ça dans le monde de Star Trek, moi, je capotais. Là. C'est vraiment, là, vraiment débile. Là. Et surtout, au départ, ils vous donnent 3 factions. Vous avez les 3 de base, là, la Fédération, les Klingons et les Romulins. Ils se jouent toutes de façon différente, très thématique là, à leur faction comme dans les émissions. Donc la Fédération est plus basée sur la science, les Klingons sont plus basés sur le combat, puis les Romulins sont plus basés sur la subterfuge, l'espionnage et tout ça. Donc vous avez des objectifs, des agendas un petit peu qui ont rapport à cette thématique-là. Puis vous allez pouvoir construire votre propre armada, puis vous allez avoir des groupes de vaisseaux, des vaisseaux différents, vous allez pouvoir coloniser des planètes. Donc c'est vraiment fou là, ce qu'on peut faire avec ça. Enlever le thème Star Trek de ce jeu-là, là, c'est un thème 4X qui est hyper intéressant. Vous pouvez coller n'importe quel thème science-fiction là-dessus, ça va marcher autant. Moi, c'est toujours un gros plus parce que c'est dans Star Trek, mais si vous êtes capable d'enlever le thème Star Trek dessus et mettre quelque chose d'autre, là, le jeu reste génial. Et surtout, là, les expansions qu'ils vous offrent, il y en a quelques-unes. Là, vous avez les Cardassiens, vous avez aussi les Ferengi, vous avez les Vulcains, vous avez les Andorians. Ils se jouent tous de façon différente. Leurs agendas sont différents, leurs thématiques sont différentes. Puis le dernier, non le moindre, c'est celle-ci. Celle-là, c'est un game changer. Celle-là, elle va vous permettre de jouer, parce que vous remarquez, c'est un jeu qui joue de 3 à 3 joueurs. C'est 3 joueurs tout court, dans la boîte de base. Ou 4 ou 5 si vous avez les autres factions. Mais celui-là va vous permettre de jouer en coop ou en solo contre les Borg. Et ça rajoute une difficulté puis une dimension complètement différente. Vous pouvez intégrer les Borg dans votre jeu de base, qui vous allez voir qu'on est tous compétitifs, puis il y a les Borg qui rentrent en ligne de compte. Évidemment, un 4X comme ça, vous pouvez faire des alliances. Okay? C'est libre à vous comment vous pouvez le faire. Puis vous pouvez échanger des... quand vous faites une alliance, ben, tiens, ta production, je vais pouvoir te donner tant de production, puis tu me donnes tant. Donc, il y a des échanges comme ça qui se fait. Puis avec eux autres, vous n'avez pas le choix de faire ça parce qu'ils sont assez... si vous connaissez un petit peu la série Star Trek, eux sont assez... Là, ils rentrent, là, puis ils vont assimiler tout le monde, puis ils se transforment. Ils vont tout transformer ce qu'ils voient en Borg, en eux autres. Donc, il faut vraiment se défendre contre eux. Puis ça permet de jouer en mode solo. Ils peuvent être déjà en partant sur le jeu. Donc, ils commencent dans le milieu, puis il y en a un certain temps avant qu'ils se mettent à connecter des systèmes solaires avec nous. Ou vous pouvez jouer que vous pouvez les découvrir. Donc, parce que les systèmes solaires, c'est une pile que vous allez passer au travers. Ça se peut qu'ils soient dedans, ça se peut qu'ils ne soient pas dedans. Donc, ça dépend de votre partie. Vous pouvez ne pas les voir comme vous pouvez les avoir tout de suite en partant ou plus tard dans la partie. Donc, ça rajoute vraiment un élément là, de jeu-là qui est imprévisible. J'adore. C'est vraiment là, mon numéro 14 dans Star Trek Ascendancy. Par contre, les désavantages que vous allez trouver là-dedans, c'est que le temps d'attente entre les tours est assez élevé parce qu'on va commencer, on va acheter nos choses, on va les placer, on va bouger chacun de nos vaisseaux. Donc, il y a un élément où c'est un petit peu plus long entre vos tours. Donc, surtout si vous jouez à 3 ou à
4 ou 5 ou 6, ainsi de suite. Là, plus il y a de joueurs, plus ça peut être long. OK? Donc ça, c'est un désavantage qui peut être là, malheureux. Il y a aussi le setup qui est extrêmement long parce que vous voyez la grosseur de la boîte, là, il y a beaucoup, beaucoup de composantes. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Vous devez brasser vos cartes. Il y a en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire dans le setup pour les systèmes solaires, comment vous allez le mettre tout placé. Là, donc, c'est un petit peu là, une barrière à l'entrée par rapport à ça. Il y a de la complexité aussi. Il y a beaucoup de règlements pour coloniser, comment ça fonctionne. Donc, de toute façon, c'est un 4X. Un 4X, c'est toujours un certain élément de complexité. C'est tout à fait normal. Si vous connaissez les 4X en général, vous allez probablement être plus facile pour vous de naviguer dans les règles de ça. Puis c'est pas si pire que ça si vous connaissez bien les 4X. Okay? Et l'autre désavantage à voir, c'est que, étant donné que c'est de l'exploration, ça, vous allez trouver ce désavantage-là dans tous les jeux d'exploration. On commence une faction, on a notre territoire là, de base. Puis quand on va commencer à explorer, mais si on n'est pas chanceux sur les tuiles d'exploration qu'on va trouver, on va trouver de l'espace vide ou on va trouver des éléments hasardeux, des nébuleuses qui sont radioactives. Si on n'a que ça dans notre territoire versus notre voisin, le joueur numéro 2, qui lui trouve des civilisations puis commence à coloniser de bonheur, tout ça. Ça peut jouer un petit peu contre vous. Mais ça, c'est de l'exploration. C'est toujours comme ça que ça peut arriver. On ne sait pas ce qu'on va trouver dans la galaxie. Donc, c'est pour ça qu'il y a de la diplomatie qui rentre en ligne de jeu et ainsi de suite. Mais c'est quelque chose qui pourrait arriver dans vos parties qui fait que c'est un désavantage à considérer. Mais encore une fois, les 4X sont faits comme ça. Donc, voilà. Donc, ça fait le tour pour Star Trek Ascendancy, qui est un jeu que j'adore. Numéro 14, Star Trek Ascendancy. Mon numéro 13, c'est le dernier science-fiction pour aujourd'hui, je vous le promets. Mais là, cette fois-ci, par contre, on va laisser de côté la science-fiction, puis on va rentrer vraiment dans de la science vraiment beaucoup plus réaliste. Donc, je parle de le petit jeu Leaving Earth. Donc, ça, c'est un petit jeu qui vous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans. J'ai vraiment adoré. Là. Ça, c'est un genre de jeu où en fait, pour commencer, ce que ça va faire, c'est que ça va simuler le programme spatial de la NASA des années 50 et 60. Okay? Ça va vous donner tous les défis et les challenges en partie, évidemment. Là, ça ne peut pas être exactement identique, mais ça va vous donner une bonne idée de qu'est-ce qu'il y avait à calculer et à penser pour se rendre sur la Lune. Et non seulement ça, mais pour se rendre dans le système solaire. Okay? Donc, ce jeu-là, c'est un jeu c'est un jeu de cartes. En fait, tout est des cartes là-dedans, ou presque. Puis, si vous avez le goût, un dimanche matin, après le déjeuner, de vous asseoir avec un bon café, puis vraiment de vous pencher sur les problèmes de comment je vais rendre mon vaisseau là-bas, c'est le jeu pour vous. Okay? Moi, ce que j'ai adoré de ce jeu-là, c'est on a l'impression du réalisme de la chose, okay? Parce qu'ils vont vous demander de calculer de la masse, calculer du thrust, donc la poussée. C'est vraiment des choses de base, c'est des principes de base de la vraie NASA. Là. C'est sûr qu'on s'entend, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça va vous donner une bonne petite avant-goût de comment ça peut être complexe, puis vous allez vous casser la tête. Le jeu là-dedans, c'est du calcul mental pur et dur. Puis plus vous allez loin, plus vous allez avoir du calcul, parce que pour sortir de la Terre, ça vous prend une énorme poussée à cause de la gravité. Par contre, ça aussi, ça dépend de la masse. Donc, vous voulez avoir de l'essence ou du fuel, dans le fond, là, pour vous donner votre poussée, bien, ça va vous en prendre temps pour sortir. Mais une fois dans l'espace, ça va en prendre aussi plus pour donner la poussée, pour aller chercher l'orbite de la Lune, pour faire un slingshot vers Mars. Écoutez, vous devez calculer mentalement tout le voyage de votre destination jusqu'à venir. Vous avez un budget limité, puis comme les budgets du gouvernement, comme habitude, si vous ne dépensez pas tout, bien, à chaque année, vous perdez ce que vous n'avez pas dépensé l'année. Donc, vous devez être très efficace dans votre budget, dans qu'est-ce que vous voulez acheter. Et non seulement ça, c'est que la technologie que vous achetez n'est pas sûre à 100%. Il faut faire des tests. Donc, quand on commence, on achète une fusée une fusée Soyouz, par exemple, parce que les types de fusées là-dedans, c'est des vraies fusées réalistes. Là. À ce moment-là, quand vous allez la faites partir, elle peut exploser en plein vol. Il y a toujours des risques d'explosion. Donc, pour ça, il faut faire des tests, il faut peaufiner, il faut essayer. Puis ça, vous perdez du temps, vous perdez des années là-dedans. Donc, écoutez, c'est vraiment là un méchant calcul. C'est un puzzle qui... vous devez prendre votre temps pour calculer ça, parce que vous ne pouvez pas aller vite avec ça, c'est impossible.
Ouais, ça vous prend, là, je niaise pas, là, si vous n'êtes pas assez fort en calcul mental, vous allez avoir besoin d'une calculatrice à côté, là. Aussi complexe que ça, là. Ce que j'aime aussi, c'est que les missions sont pas toujours pareilles. C'est pas la même mission. C'est pas juste aller sur la Lune, c'est tout, là. Non, non, non. Vous pouvez aller sur Vénus. Vous pouvez, si vous voulez envoyer un probe, une navette sur Vénus, aller chercher des échantillons de la planète, puis les ramener sur Terre. Bien là, il faut calculer de OK, ça va me prendre quoi comme carburant pour partir de la Terre, pour aller dans l'orbite. Quand je vais atterrir, il risque d'avoir des hasards. Est-ce que la planète est radioactive? Est-ce que, est-ce que ça va exploser? Rendu sur là, bien là, il faut que je calcule que ce que je vais ramasser, ça a un poids, ça. Donc, en plus de ça, la planète Vénus, elle a peut-être une sorte de gravité, donc ça me prend encore de l'essence pour sortir de la planète avec le poids de ça. Puis, écoutez, ça finit plus, là, mais c'est vraiment génial. Si vous allez acheter des fusées, vous allez dépenser, vous allez faire des tests, vous allez envoyer des choses là-bas, là, il faut calculer, puis c'est malade. C'est malade mental. J'adore ce jeu-là. Il vous offre aussi quelques expansions parce que ce jeu-là, le jeu de base, vous en avez tout plein là-dedans. Là. Ça va vous offrir jusqu'à peu près mars et puis et ses lunes et ses environs. Vous avez l'expansion qui va vous envoyer plus loin jusqu'à Pluto. Jusqu'à Pluton. Et là, ça commence à être fou parce que étant donné que les orbites dans le système solaire, Pluton, ça prend beaucoup plus de temps avant de revenir, bien, pour calculer la trajectoire, si vous partez de la Terre et Pluton est rendu là, ça ne marche pas. Il faut que vous attendez la bonne année où ce que Pluton est à peu près ici pour que vous puissiez vous... Écoutez, c'est fou, là. Puis toutes les lunes de Mars, Saturne, vous pouvez envoyer quelque chose, là, aller chercher des échantillons sur certaines planètes. Vous allez voir juste atterrir à un tel endroit. Puis plus que ça, il vous offre une deuxième expansion, parce que vous allez commencer à jouer dans les stations spatiales. Puis commencer. Ça va loin, là. C'est un petit jeu qui m'a vraiment pris par surprise. Ça sort de nulle part. C'est pas fait par une compagnie que je connais vraiment. D'ailleurs, Luminaris. Donc, je pense que cette compagnie-là n'est pas spécialisée en jeux de société, si je ne me trompe pas. Mais écoutez, c'est vraiment de l'or en barre pour moi. J'ai vraiment adoré. Là, puis moi qui aime l'espace puis les mystères de l'espace, le côté réaliste de ce jeu-là va vous faire sentir comme un scientifique de la NASA. C'est carrément ça. Donc, mais évidemment, les barrières à l'entrée de ce jeu-là, c'est que ça va vous demander énormément de calcul mental. Si vous n'aimez pas le calcul mental, vous détestez ça de commencer à calculer, aventurez-vous pas dans ce jeu-là. OK? Les composantes de jeu-là, c'est vraiment simple, c'est des cartes. C'est carrément ça, ce n'est que des cartes. Mais ça fait la job. Donc, la carte pour se rendre jusqu'à la Lune, tout ça, c'est des petits carrés que vous mettez ensemble, ce qui fait comme un petit casse-tête. Mais c'est des sections que vous prenez, puis vous envoyez votre navette. Puis vous pouvez en faire plusieurs, sauf que ça vous prend de l'argent et tout ça. Mais bref, les composantes ne sont pas là, la grosse qualité, mais c'est juste correct pour ce que ça l'offre. OK? Puis évidemment, c'est extrêmement complexe. C'est très compliqué comme jeu. Il y a certains jeux de l'espace comme ça que vous allez voir. Là, je pense que, je ne sais plus, j'ai plus les noms en tête. Je pense qu'il y avait Horizon, ou vous en avez deux, trois, parce que c'est des jeux gigantesques qui sont comme très, très compliqués. Space Core, que Marco a fait sur la chaîne, c'en est un de ces jeux-là, mais Space Core est très simple comparé à celui-là. Puis il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus complexes que celui-ci. Mais pour moi, lui, il se situe juste assez complexe pour pas que je me tanne et que je ne veux rien savoir. Plus complexe que ça serait trop pour moi. Mais pas assez simplet. Comme Space Core, j'adore ce jeu-là, mais c'est un petit jeu un peu plus rapide, un peu d'action. Tu sais, on choisit les cartes, boum, on fait l'exploration, boum, on fait du mouvement. Mais lui, le mouvement là-dedans, il faut qu'on le calcule. Il faut qu'on calcule le poids, la masse. Il faut qu'on calcule l'orbite. Il faut qu'on calcule la gravité. Il faut qu'on calcule toutes ces affaires-là. Là. C'est le niveau de complexité, c'est une coche de plus qui fait que quand j'ai vraiment le goût de sortir de quoi, puis vraiment là, me pencher sur un problème, puis comment je fais pour amener ça, c'est vraiment le fun. Puis quand vous atterrissez, puis quand vous partez votre mission, puis après ça, les années s'enfilent. OK, année 2, oh, il est rendu là, parfait. Année 3, il faut que je dépense tel carburant pour donner la poussée. Oh, ça a marché. Année 4, j'ai mal calculé ça, et voilà, perdu dans l'espace. Mais quand vous réussissez votre mission, là, c'est comme, là, on comprend les gens de la NASA qui sont tous extatiques, qui sont tous, quand ils réussissent quelque chose, là, c'est vraiment génial. Donc, voilà, ça c'est mon numéro 13, Leaving Earth.
Donc, mon numéro 12, on va passer dans un thème pas mal plus léger que ce qu'on vient de voir. Donc, on va retourner dans le thème des super-héros. Je parle bien entendu de Marvel Champions. Donc, c'est un jeu de cartes, ils appellent ça un LCG, donc un Living Card Game. Donc, autrement dit, la différence avec les Customizable Card Games, c'est que les CCG qu'ils appellent, eux, ben, c'est là qu'on va chercher des cartes rares, puis on va vraiment acheter des paquets pour trouver la bonne carte rare. Il y a des cartes communes, des cartes semi-rares, versus des LCG, ben, ils vous offrent le paquet tout fait, il n'y a pas de notion de rareté, quoi que ce soit. Voici votre nouveau paquet, vous pouvez jouer avec ça. Puis ce qui vous donne à l'intérieur de chaque paquet, ben, c'est quelque chose qui est interchangeable, vous pouvez faire des mix and match. Le jeu de base est quand même assez complet, il vous offre 5 héros là-dedans, avec 3 vilains à s'y prendre, donc vous en avez amplement là-dedans pour vraiment bien comprendre le jeu, puis vous en avez assez pour vous amuser pendant un bon bout de temps. Par la suite, il vous offre des paquets d'expansion, un héros ou bien un vilain à jouer. Puis vous avez aussi des plus grosses boîtes de campagne. Il y en a 2 en ce moment-ci qui sont sorties. Donc tout ça fait qu'en sorte que le jeu est très malléable, vous en avez pour tous les goûts. Moi, ce que j'adore, c'est que chaque héros se joue de façon différente. Exemple, vous avez là Iron Man, où ce que lui, il n'a pas grand-chose, sauf que lui, il faut aller chercher son armure. Donc là, vous avez des cartes qui vont vous permettre d'aller chercher son armure, ses gants, ses bottes, son casque, puis il va se construire, puis plus ça avance, plus il va être fort. Versus Captain America, par exemple, qui lui, tout tourne autour de son bouclier. Donc là, vous allez pouvoir faire des combos avec ça, vous allez pouvoir, tout est rattaché à ce qu'il utilise avec ça, là. Vous avez aussi, entre autres, là, je sais pas moi, l'incroyable Hulk. Si vous voulez jouer avec lui, ben, côté là, pour résoudre ce qu'il appelle là-dedans, c'est que le vilain va tenter de faire il va manigancer des complots, des plots, des plots. Versus l'incroyable Hulk, comme je disais tout à l'heure, lui, il peut pas, il n'est pas vraiment fort pour déduire les complots, il est plutôt la force. Lui, il va plutôt là, saccager le vilain. Mais vous avez quand même un timer parce que si le vilain réussit à faire son complot, ben c'est game over. Donc, le Hulk, vous devez le jumeler avec quelqu'un qui va aider. Ou bien, si vous jouez en solo avec lui, il faut lui donner des cartes. Il faut construire son deck pour qu'il puisse être capable de faire de résoudre les complots. Donc, vous êtes capable de jouer avec ça puis de former des decks selon la circonstance, selon le vilain que vous avez. Mais si vous n'aimez pas ça, faire ça, contrairement au Seigneur des Anneaux qui, lui, c'est ben too bad, hein, si vous avez, voici des cartes puis faites votre propre deck, mais celui-là, il vous en offre des déjà tout faits. Donc, si vous n'aimez pas trop ça, faire ça, bien, à force de jouer avec ça, avec les paquets déjà tout faits, bien, vous allez commencer à comprendre le jeu. Puis, ben, tu sais, j'aimerais ça si je prendrais cette carte-là, puis vous allez pouvoir changer d'aspect. Puis, parce que le jeu, il vient avec 4 aspects. Okay? Vous avez l'agressivité, vous avez la protection, vous avez la justice, puis vous avez aussi le leadership. Bon, c'est sûr, évidemment, comme exemple, Captain America, il vient par défaut, son aspect, c'est du leadership, qui va vous sortir des alliés, tout ça. Donc. Mais si vous voulez un Captain America agressif ou un Captain America justice, vous pouvez vous en faire un paquet comme ça, puis ça va fonctionner très bien. Donc, à force de jouer avec les paquets de base, vous allez pouvoir commencer à comprendre, puis il y a une meilleure progression avec celui-là qu'avec les autres. C'est sûr que je n'ai pas essayé celui de Arkham. Par contre, j'ai essayé celui de Star Wars, j'ai essayé celui de Le Seigneur des Anneaux, évidemment, et ceux-là. Les autres, je ne les ai pas joués. Je sais qu'Arkham est vraiment phénoménal, mais le gros désavantage de ces jeux-là, c'est que ça vous prend des expansions. Le jeu de base de celui-là, il est très, très bien. Mais éventuellement, à force de faire les 3 vilains, vous allez les connaître, ça va vous prendre des expansions. Et ça, c'est la grosse force et faiblesse de Fantasy Flight, c'est que vous allez dépenser à perpétuité sur des expansions. Donc, celui-là, pour bien apprécier la diversité et avoir un bon choix pour construire vos cartes, ça va vous prendre des expansions. Heureusement, elles ne sont pas trop chères, mais par contre, c'est quand même nécessaire. Après un certain temps, ça prend absolument ça. Il y a aussi, si vous voulez avoir les campagnes, parce qu'il y a 2 boîtes moyennes qui sont sorties à date avec ce jeu-là, qui sont des campagnes. Ces campagnes-là sont beaucoup plus difficiles que les scénarios tout seuls. Donc là, ça va vous donner vraiment un challenge. Là. Donc, si vous voulez avoir une histoire qui se suit, ça va vous prendre vraiment ces boîtes-là. Donc, c'est sûr que c'est ça qui est moins intéressant pour des gens qui ne veulent pas commencer. Ils veulent un jeu, mais c'est tout, ils ne veulent pas payer à tous les mois ou avoir de plus en plus de stock. Là. Moi, ça ne me dérange pas. Puis ça, il faut le prendre au début quand ça commence. Hein. Comme par exemple, là, Le Seigneur des Anneaux, je me suis pris un peu en retard. Puis quand j'ai commencé à aimer ça, c'était le jeu tiré à sa fin, puis les expansions sont de plus en plus rares à trouver. Fait que là, c'est comme impossible. Puis de toute façon, ils en ont sorti tellement que pour pouvoir me rattraper,
taper, il faudrait que je dépense une fortune. T'sais. Tandis que lui, mais j'ai la chance de commencer dès le début, puis c'est plus facile de dans 2 mois, il sort celui-là, parfait. Dans 2 mois, celui-là. Versus là, 2, 3 ans plus tard, ben, je les veux toutes, mais essaie de les trouver, puis c'est plus difficile. Donc, comme LCG, il faut vous commencer depuis le début pour vraiment là, bien équilibrer votre budget pour avoir là, le contenu que vous avez de besoin. Parfait. Mais néanmoins que ça, c'est un bon jeu solo, un superbe jeu en coop. Vous pouvez faire plusieurs héros en même temps en solo. Vous pouvez jouer avec vos amis jusqu'à 4. Il y a une bonne synergie. Vous pouvez construire vos synergies avec les héros. Vraiment bien fait, là. C'est un de mes tops. Donc, c'est mon numéro 12, Marvel Champions. Donc, le dernier pour aujourd'hui, le numéro 11, on va s'en aller au niveau de la fantasy. Donc, c'est un jeu que j'ai découvert récemment. C'est un jeu de cartes. C'est un adventure card game, dans le fond. C'est un jeu d'aventure qui se joue avec des cartes. Je parle bien entendu de Aventuria, The Adventure Card Game. Donc, au niveau de jeux d'aventure avec des cartes, vous allez beaucoup comparer à Pathfinder. Okay? Donc, Pathfinder, les 3 boîtes qui ont sorti, là, Rise of the Rune Lords, puis Shackles, et ainsi de suite, les 3 boîtes, plus la nouvelle version qu'ils ont fait récemment. Moi, personnellement, oui, j'ai aimé le jeu, j'ai aimé le jouer, sauf que ce que j'ai pas aimé, c'est que tu as tout le brassage de cartes à chaque fois. Puis là, les scénarios sont pas... vous n'allez pas les gagner à chaque fois. Puis il faut rebrasser pour refaire, puis recommencer. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de cartes à brasser à toutes les fois, puis faire les paquets, puis OK, un paquet de ça, puis un paquet, j'ai tant de ça. Il y a eu beaucoup trop de choix de paquets de cartes à faire pour mélanger ensemble à chaque fois qu'on joue à un jeu de Pathfinder. J'ai pas trop apprécié cet élément-là. Lui, par contre, il est beaucoup plus simple. Oui, on va brasser, faire les monstres, mais c'est tout. C'est pratiquement rien d'autre, là. Donc, les mécaniques sont extrêmement simples. Vous allez trouver là, un côté nostalgique de Magic, où on va mettre des cartes, puis on va les exhauster, les taper ou les utiliser pour payer d'autres cartes ou pour faire certains éléments. Puis une fois que vous avez un bon petit système, là, vous enclenchez, puis vous faites vos combats. Donc, il est très simple, il est très streamline, comme on appelle. Puis, ce que j'ai aimé beaucoup aussi, c'est qu'il y a une grande rejouabilité avec les expansions. Même le jeu de base, vous avez une bonne rejouabilité parce que le nombre de monstres que vous utilisez à chaque fois que vous faites un scénario est très minime. Ça marche par mots-clés aussi, fait que vous prenez certains mots-clés pour certains scénarios, mais sur les 20, 30, 40 cartes de monstres, vous allez en sortir peut-être 4, 5 ou 6 maximum. Donc, votre expérience va être différente à chaque fois. Puis d'autant plus que dès que vous commencez un scénario, il y a une histoire que vous lisez, puis vous avez aussi des checks à faire. Donc, vous lancez pour voir qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que vous réussissez à faire telle chose, selon le statistique du personnage que vous avez pris. Ce qui va changer le tout à chaque fois, ça va être différent. Donc, moi, j'ai bien apprécié ce petit élément très facile, très simple là. Ça met un petit peu d'interaction, puis ça donne une histoire à ça. Ce qu'il n'y avait pas dans Pathfinder, il n'y avait pas vraiment d'histoire. Voici le jeu de cartes. Il y en avait une là, dans le livre, mais c'était pas aussi facile de la suivre que ce jeu-là aussi. La grosse avantage aussi que ce jeu-là, c'est qu'en même temps, c'est un petit jeu que vous pouvez, là, un LCG en même temps, parce que les héros que vous avez, vous pouvez manipuler le deck, puis vous pouvez leur en créer un si vous voulez. Donc, un élément comme ça, un petit peu à la Marvel qu'on vient de voir, il y a un petit peu de cet élément-là là-dedans. Donc, j'ai beaucoup apprécié cette petite touche-là pour un adventure card game qu'on peut refaire jouer, manipuler un peu les héros, puis se faire des héros un peu plus poussés, si on veut, à force avec le temps, une fois qu'on est bien à l'aise avec le jeu. J'ai vraiment aimé cette petite coche-là. Là. Donc, par contre, ce qu'il faut surveiller, les petits désavantages qu'on a, c'est que ce jeu-là, il est un petit peu difficile à trouver. Il n'est pas hors d'impression. Il y a des boutiques qui l'ont, mais vu qu'il n'est pas tant populaire et pas tant connu, bien, vous allez avoir un petit peu de difficulté à le trouver, puis surtout les expansions. Okay? Donc, ça peut être plate pour les gens. Hein. Il y a énormément de lancers de dés, un petit peu comme Pathfinder. Ça aussi, c'est que ça, lancer des dés. Sauf que Pathfinder, vous avez des façons de mitiger ou d'ajouter plus de dés en jouant d'autres cartes. Versus celui-là, les façons de changer votre résultat de dés est très minime. Donc, vous lancez le D20, mais vous avez un jeton pour relancer, puis il y a peut-être quelques cartes qui vont vous aider un peu, mais pas tant que ça. Donc, vous êtes vraiment sujet à la chance là-dedans. La chance va vraiment vous récompenser ou vous punir de façon atroce, là, comme on a vu dans ma session de jeu. Moi, les dés, j'ai un petit peu de misère avec ça parce que je suis mal chanceux avec les dés. Mais c'est ça. Donc, le jeu, par contre, ça ne m'empêche pas d'aimer le jeu parce que même malgré le fait de les lancer de dés, j'aime ce genre de jeu-là. C'est quelque chose qui me passionne quand même. Là. Donc, on se fie énormément à la chance avec ça.
Donc voilà, donc un grand jeu pour moi, c'est mon numéro 11. Donc j'ai bien hâte de continuer de faire d'autres campagnes, d'autres scénarios. J'ai pratiquement effleuré le dessus de ce jeu, puis j'ai bien hâte de le ressortir, puis de le remettre sur la table, puis d'explorer les autres scénarios, puis changer de personnage, explorer les autres personnages. J'ai beaucoup aimé les petites mécaniques simples, puis j'ai vraiment apprécié ce jeu. Donc mon numéro 11, Aventuria, The Adventure Card Game. Alors voilà, ça met un terme à mon top 20 à 11. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Donc, si jamais, encore une fois, vous avez vu des jeux dans mon top 20 à 11 que ça vous intéresserait de voir là, une session de jeu ou un tutoriel, faites-moi le savoir dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de le faire. Prendre ça en considération très sérieusement. Donc, joignez-vous à moi pour la prochaine vidéo. Donc, la prochaine fois, on va se voir. Vous allez pouvoir savoir, là, connaître mon top 10 à moi de tous les temps. Donc, un gros merci tout le monde, puis à la prochaine!